Vous avez vu le titre? C'est drôle, hein? On a parlé d'échecs, on a parlé de crise, on a parlé de... ça fait une bonne transition. Avec Eliette et Béatrice, on voulait vous reparler un peu de l'art de cheminer quand on est une entreprise, dans les méandres de l'environnement et de la qualité de vie au travail. Pour recentrer encore plus sur notre sujet du jour, donc qui est tracer son chemin. Vous-même avez retracé un peu en feedback, et vous allez nous le présenter juste après, les itinéraires que vous avez pu emprunter sur ce début de route qu'a occasionné Passage. Alors je dis début de route, mais gros clin d'œil à Aude non, à Lizara, on n'est pas en début de route, on est déjà bien engagé dans la multiplicité de vos projets environnement et QVT. C'est un sujet qui est difficile, de parler des échecs ou des crises, parce que dans nos conceptions occidentales, vous le savez bien, l'échec c'est quelque chose qui est plutôt dévalorisé. On va parler d'innovation, on va parler de réussite. Ce que nous disait tout à l'heure Valérie, on veut tous du changement, mais on aimerait le changement un peu idéal, le changement qui se déroule, voilà, un peu gestion de projet. On définit des objectifs stratégiques, des objectifs opérationnels, et puis on y va de la manière la plus... la moins délicate possible. Aujourd'hui, on va voir un peu, on va prendre un peu d'inspiration du côté des philosophies orientales, parce que les philosophes en Orient ont développé une pensée un peu plus complexe que nous, en Occident, du rapport à l'échec. Et moi, je vais commencer avec mon expérience, alors non pas environnementale, non pas militante, non pas QVT, quoique ça peut avoir des rapports. Je vais commencer par mon expérience de musicien. Avant de faire de la philo, j'ai fait de la musique. Il y en a qui le savent peut-être. Je fais de la musique en voie de professionnalisation, donc à plutôt haut niveau. Et ce qui est intéressant en musique, c'est qu'on n'arrête pas d'échouer. Vous savez, on parle de répétition. Répétition. Alors après, dans tous les arts, dans tous les sports, hein, on répète des mouvements, on répète une technique, et on essaye à chaque fois de faire mieux. Et dans ce parcours de musicien, j'ai quand même été très frustré parce que j'ai passé les concours d'entrée, c'est un peu les conservatoires ou les écoles de musique d'excellence. En France, il y en a une à Paris et une à Lyon. C'est un peu pour ça que je suis venu à Lyon aussi, que je suis descendu de mon Alsace natale. J'ai passé donc 2 fois les concours à Lyon et 1 fois à Paris, où j'ai réussi le premier tour. Yes, trop bien. La première fois, on est galvanisé, tu passes de 100 à 9 en finale, waouh, trop bien. Mais le second tour, ça n'a pas fonctionné. Et moi, ça m'a amené presque un petit burn-out du coup à la flûte qui m'a nécessité de faire un pas de côté et qui m'a amené justement vers la philosophie. Mais aujourd'hui, avec le recul, je vous parle c'était en 2011, donc il y a 10 ans que je passais ces concours, et j'en suis ressorti grandi. Vous avez peut-être vécu vous aussi des crises, que ce soit au niveau professionnel, au niveau existentiel, des deuils, où vous dites aujourd'hui, des burn-out peut-être, où vous dites aujourd'hui, tiens, oui, ça a été une forme de sentiment d'échec dans ma vie, mais j'en suis ressorti tellement grandi. Et ça, les philosophes de l'Orient, et je veux bien qu'on passe la slide, s'il te plaît, Béatrice, merci beaucoup. Les philosophes de l'Orient l'ont déjà bien compris donc là, on parle d'innovation, on parle de, voilà, il faut toujours créer du neuf, mais finalement, c'est bien parfois d'aller chercher des sagesses anciennes. Parce que Lao Tzu écrit, ça vous parle, Lao Tzu? Ceux qui ont vu Tintin, il faut trouver la voie. Et ouais, le lotus, c'est le lotus bleu, je crois, c'est ça, ouais. Lao Tzu a dit il faut trouver la voie, mais Lao Tzu a dit aussi, vous connaissez peut-être même cette citation, elle circule pas mal en général sur les réseaux, l'échec est le fondement de la réussite. En général, dans les philosophies orientales, et même d'une certaine manière les philosophes de l'Antiquité grecque, on pense tout par deux. Tout est interdépendant avec son contraire. On ne peut pas penser le jour sans la nuit, on ne peut pas penser l'été sans l'hiver, on ne peut pas penser l'échec sans la réussite, et la réussite sans l'échec. Donc moi, dans mon parcours de musicien, sortir du monde de la musique et rentrer dans le monde de la philosophie, qu'est-ce que ça m'a apporté en termes de réussite? Si ce n'était pas la réussite de mon objectif musical en tant que tel, mon objectif professionnel au niveau musical, ça a été de me dire après coup, waouh, mais en fait, merci pour ces échecs. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé dans le monde de la philosophie, et notamment de la philosophie pratique, concrète,
En fait, j'ai senti qu'il y a un monde qui s'ouvrait à moi. Je me suis dit, mince, mais en fait, dans le monde de la musique, je pensais musique le matin, je pensais musique le midi. Quand on faisait les soirées avec les potes, on parlait encore musique. On était un peu dans notre monde de la musique. Et là, j'ai l'impression d'avoir redécouvert la vie d'une certaine manière. Donc je me dis, mince, en fait, j'ai eu un parcours beaucoup plus enrichissant à échouer en musique et à aller vers d'autres horizons qui ont permis de m'enrichir humainement beaucoup plus complètement que si j'étais resté uniquement dans la musique. Alors, pour ramener l'Orient chez nous, à l'Occident, je veux bien qu'on passe la slide suivante, on a un philosophe, alors nous qui nous est très très cher chez Noetic Biz, dans notre entreprise, qui est Bernard Stiegler, que les fondateurs connaissent bien, qui est décédé il y a 2 ans de ça maintenant, qui a repris un peu cette philosophie taoïste, en tout cas de la complexité, de ne pas penser la réussite contre l'échec, mais la réussite avec l'échec, qui a dit avec ces mots, nous avons le défaut qu'il nous faut, nous avons le défaut qu'il faut. Ça, il le dit au niveau personnel, au niveau individuel, mais il le dit aussi au niveau institutionnel. Lui, par exemple, au niveau existentiel, il a toujours reconnu, vous lisez un article de Bernard Stiegler, vous voyez toujours un témoignage de son parcours à lui, où il dit, moi je suis très mélancolique, je suis dépressif, ça c'est mon défaut, mais c'est le défaut qui me rend hyper créatif. Il parle de musiciens aussi, notamment Beethoven. Je ne sais pas si vous saviez que Beethoven, à 30 ans, il est devenu sourd. Ouais. En fait, Beethoven était promis à une grande carrière de pianiste, il jouait très bien du piano, et bim, 33 ans, pareil, devient sourd, donc carrière de pianiste un peu compromise. Et bien c'est ça qui lui a permis d'être un grand compositeur. Il n'aurait pas composé la fameuse 5e symphonie. Je parle beaucoup de musique aujourd'hui. Le papa, ça vous parle ça? Là, j'ai l'impression de devenir Jean-François Zigel, pour ceux qui le connaissent. Beethoven est devenu un grand compositeur, nous dit Bernard Stiegler, parce qu'il est devenu sourd. Il a su, autrement dit, mobiliser le défaut d'une certaine manière, ou son échec, ou sa crise existentielle. Il a su lui donner un sens pour le dépasser, pour en faire quelque chose de constructif. Et c'est ça que je nous invite à penser aujourd'hui, quand on parle des vertus de l'échec, au niveau de nos entreprises, au niveau de nos cheminements environnement et QVT, qui sont ô combien, je ne sais pas si vous vous rappelez la carte du sens que je vous avais partagée il y a 2 conférences de ça, je crois. On avait vu les valeurs, les balises, les promesses, le cap qu'on se fait, comment on mobilise les différentes ressources qui sont disponibles aujourd'hui pour commencer à se mettre en route. Il y avait un petit item aussi qui était autour des obstacles. Et on sait que quand on est dans des évolutions de projets qui évoluent dans beaucoup d'incertitudes, comme l'environnement, comme la QVT, comme ça a été super bien témoigné par Valérie et puis par vos échanges. Oui, c'était bien Valérie, c'est ça? Valérie, oui, c'est ça. L'échec est quelque chose d'absolument constitutif et qu'il faut savoir du coup intégrer dans ce cheminement, dans cette démarche. Donc lui a fondé un terme, il a réactualisé plutôt, parce que c'est un terme qui nous vient de l'Antiquité grecque, et je vous en avais déjà parlé, mais là on va aller un peu plus dans le détail, parce que j'ai envie de vous transmettre un outil qui vous permet justement de rentrer dans cette pensée un peu plus complexe, un peu plus globale, un peu plus systémique, qui va penser l'échec en interaction avec la réussite et pas en opposition. C'est le terme de pharmacologie. Vous vous rappelez peut-être, pharmacologie, ça vient du grec pharmakon, qui veut dire à la fois le remède et le poison. Parce que dans l'Antiquité grecque, c'était pas forcément le type de substance qu'on prenait qui pouvait être poison et qui pouvait être remède, c'était plus le dosage. En fonction de la quantité dont on prend quelque chose, ça peut devenir remède ou ça peut devenir poison. C'est pour ça que pharmakon, qui a donné pharmacie en France, nous qu'on a transformé encore uniquement plutôt en côté remède que côté poison, mais ça peut aussi devenir un poison, un médicament. Le pharmakon, à la base, ça veut dire à la fois poison et remède. Et si on traduit ça à nos contextes justement d'échec et de réussite, l'objectif c'est de se dire, en fait, un échec, nous on le vit occidentalement comme un poison. Et bien souvent on en reste un peu à cette perspective-là, avec un peu nos œillères de poison. Et comment on va sortir du poison? La pharmacologie, elle va nous inviter à nous demander, à nous sortir un peu de nos automatismes de pensée institutionnels, managériaux, opérationnels, et de nous demander finalement, en quoi cet échec qu'on voit comme un poison, il pourrait être remède aussi. Autrement dit, Beethoven, encore une fois, je suis devenu sourd, adieu ma carrière de pianiste, est-ce que je vais tomber en dépression? Est-ce que je vais baisser les bras? Je vais arrêter la musique pour autant? Eh ben non. Je vais composer. Je vais aller chercher dans mes ressources lointaines, dans ma raison d'être, dans le sens de ce qu'on a parlé tout à l'heure, ce qui pourra transformer mon défaut, ou la crise, ou l'échec que je traverse, en puissance d'action.
passer... voilà, c'est Platon qui redit du coup, parce que c'est lui qui parle, c'est un des premiers qui parle de pharmacologie, qui dit qu'un poison peut devenir remède et inversement. Tout est question de dosage. Je vous avais peut-être parlé aussi déjà de ce poisson globe au Japon, qui est considéré comme le poisson le plus empoisonné au monde, et qui est cuisiné par certains chefs agréés, je crois, au Japon, qui, en très très fines tranches découpées, en font une substance qui est aphrodisiaque. C'est un bon exemple de pharmacologie. Et donc on passe à l'outil lui-même. Ça, c'est un outil qu'on apporte beaucoup dans nos accompagnements au changement. Des managers, des directeurs qui veulent, dans un management de l'incertitude justement, prendre des décisions peut-être un peu plus éclairées vis-à-vis de la complexité des systèmes, des relations aux parties prenantes avec qui sont en lien, qui ont des attentes pas forcément similaires, voire parfois un peu contradictoires. Donc c'est un outil qui permet d'évoluer un peu dans ces prises de décision et de développer une pensée complexe. Alors pareil, vis-à-vis de l'échec, on voit bien souvent comme un poison, l'objectif ça va être de se demander les échecs qu'on traverse, les obstacles qu'on traverse, dans nos cheminements environnementaux et dans nos cheminements QVT, et comment on va pouvoir, bien souvent on les tient sur le poison et dans la gestion d'urgence, comment on va pouvoir aller du côté remède rapidement. L'objectif, ça va être de prendre soin d'anticipation et dans les échecs, dans les obstacles qu'on traverse, c'est d'aller prendre soin vraiment de, en fait, en quoi ce qu'on traverse, ça peut être vraiment positif pour nous, ça peut nous sauver sur le long terme. En quoi finalement ce qui nous arrive aujourd'hui, c'était nécessaire, ça traduit quelque chose de fort de nous, qui va nous faire évoluer. Et là, c'est merveilleux que Valérie ait pu prendre la parole avant moi, parce que ça me donne un exemple très très concret. La crise sociale qu'ils ont traversée en 2003, si je vous l'illustre un peu de manière pharmacologique, et après je vous explique un peu plus précisément l'outil encore. La crise de 2003, poison. Là, on sent qu'on n'est pas aligné, on sent que la cohésion n'y est pas, que nos pratiques managériales ne sont pas alignées forcément avec les attentes des collaborateurs, donc crise sociale, ça c'est les pauses. Ça c'est notre échec sur le moment donné. Mais moi j'ai entendu que de l'autre côté, le côté remède, c'est qu'ils en sont ressortis beaucoup plus forts, puisqu'ils ont formalisé un management, ce qu'ils ont appelé un management par le calme, si j'ai bien compris. Donc avec un rapport au temps, je trouve qu'elle a super bien incarné aussi dans sa manière de parler. Elle était toujours posée, toujours, même quand il y a eu un peu de challenge, elle a toujours eu des très très ancrés. Ça j'ai admiré parce qu'elle l'incarnait vraiment, ce management par le calme, pour le coup, et par la qualité relationnelle. Ça les a permis, ça leur a permis de développer toute une dynamique de formalisation, de conscientisation, de donner du sens à leurs pratiques managériales, dont ils n'auraient peut-être pas pris soin, ou pas de la même manière, ou pas autant, avec autant de qualité, si justement ils n'avaient pas rencontré ce poison à un moment donné. Après, elle l'a dit, le poison curatif, dans ce cas-là, c'est que malheureusement, il y a des directeurs, des directrices qui ont démissionné. Donc, sur le court terme, ça a été difficile. Comme il y a eu la perte de clients sur le choix radical justement qu'ils ont fait en 2008, ça c'est poison sur le moment. Mais en fait, ce que j'ai entendu à demi-mot dans ce témoignage-là, c'est qu'à long terme, au final, au niveau managérial, peut-être que ça nous a aidé à avoir des directeurs et des managers qui étaient plus alignés avec ce qu'on avait envie de développer en termes de qualité relationnelle. Et au niveau des clients, du coup, ça nous a permis peut-être aussi d'avoir des clients qui étaient plus éthiques et aussi plus dans notre, alignés avec notre raison d'être. Donc finalement, c'est quelque chose qui nous a coûté ça c'est le poison curatif, c'est quelque chose qui nous a coûté sur le court terme, mais qui a apporté un changement positif à moyen et long terme. Et dans cette pharmacologie, presque plus que le remède, parce que c'est facile de se dire oui, un échec, machin, il faut le transformer en remède, oui, ça paraît presque évident, même si c'est pas évident dans les pratiques. J'aurais envie de faire le focus, parce que vous l'avez fait aussi dans vos échanges avec Valérie tout à l'heure, notamment dans le retour que tu as fait, Christophe, le focus sur le poison curatif. C'est-à-dire, n'ayons pas peur de traverser des choses qui nous coûtent sur le moment, de traverser des incertitudes où on se dit, tiens, mince, dans la gestion des ressources humaines, dans la performance économique, ça risque de nous coûter. C'était le parti pris de Botanique sur leur choix en 2008, même s'ils ont encore plein de choses à travailler, et plein de paradoxes, comme elle l'a très bien reconnu. Mais en fait, sur le long terme, voilà où on en est aujourd'hui. On a quand même un fonctionnement économique qui est aligné avec notre concurrence, alors qu'on a fait des choix qu'eux n'ont pas forcément fait. Donc en fait, moi j'ai entendu
encore de manière, si je pousse un peu la pensée pharmacologique que tu as eue, Christophe aussi, de montrer un peu le côté poison curatif et remède de sa démarche, qu'en fait, non seulement ils n'ont rien perdu en termes de stratégie économique, d'après ce qu'elle a dit, mais en plus ils ont gagné des avantages concurrentiels au niveau environnemental, au niveau d'image, de rayonnement social, de rayonnement sociétal, de pratiques managériales, etc., etc. Donc ils sont gagnants, sur les coûts cachés aussi. Et remède nocif, alors ça va être un peu le pendant. Le remède nocif, c'est quand il y a quelque chose qui marche bien, comment on peut faire attention à pas que ça dérive, que la réussite ne se transforme pas, puisque quand on est en contexte de changement, tout change justement, et sans cesse dans des contextes qui sont en mutation. Donc quelque chose qui marche bien un jour, c'est jamais acquis. C'est ce qu'a dit Valérie aussi, elle l'a témoigné à sa manière, elle a dit il faut toujours garder le cap, il faut toujours tenir la barre. C'est pas parce qu'on se dit tiens, à un moment donné, on est arrivé à un cap, que finalement c'est acquis et c'est terminé. Il y a toujours un travail, alors c'est ce qu'on appellerait en sciences de gestion de manière très très prosaïque de l'amélioration continue, mais au-delà de l'amélioration continue, c'est vraiment ce souci, ce soin de ne pas rentrer dans des logiques palliatives. Peut-être justement que le remède nocif pour Botanique, là je reviens au choix de 2008 et aux échanges passionnants qu'on a eus. Le remède nocif, c'est-à-dire, ok, on fait un choix qui est vraiment radical, mais le côté nocif à moyen et long terme, c'est que, sur notre politique de produit, en fait, on voit qu'il y a des incohérences vis-à-vis de ce choix radical, que vous avez tout à fait bien identifié et vous l'avez bien challengé là-dessus. Donc vous voyez en quoi un échec est une occasion plus qu'une fatalité. Nous, souvent, encore une fois, occidentaux, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu dans toute ma formation et mon début d'expérience professionnelle. Je dis merde, un échec en fait c'est carrément un poison, mais non, c'est une occasion, un échec, de rebondir, d'aller plus loin, et j'ai presque envie de dire, pharmacologiquement justement, qu'un échec est un moteur de changement. Je vous avais parlé de Steve Jobs la dernière fois. Juste avant de conclure, ça va sur cet outil, du coup, de développer une pensée complexe. Vous vous dites, tiens, quand on a un enjeu, que ce soit un enjeu qui marche bien, environnemental, QVT ou autre, vous pouvez vraiment le déployer au niveau managérial, au niveau stratégique, dans la prise de décision complexe. Ou quand il y a quelque chose qu'on traverse qui est vraiment difficile, ça c'est presque une matrice que j'aurais bien aimé faire avec vous, peut-être sur notre prochaine rencontre à l'ISARA. C'est de se dire, tiens, quand quelque chose est poison, c'est-à-dire qu'on vit quelque chose qui est susceptible de nous tuer sur le long terme, comment on peut le voir comme un remède, comme quelque chose qui peut nous sauver sur le long terme, comment on en fait une occasion de construction, de co-construction de quelque chose de plus fort. Et ça passe bien souvent, le poison-remède, par cette étape du poison curatif, c'est-à-dire quelle est la marge de manœuvre, la marge de risque qu'on accepte de prendre dans ces contextes d'incertitude, qui risquent de nous coûter sur le long terme, mais qui vont tellement nous apporter sur le long terme, ça vaut tellement le coup d'y aller. Et je vais finir avec une vision sur la dernière slide, je vous en avais parlé la dernière fois, de Steve Jobs, parce que lui s'est beaucoup inspiré dans son cheminement d'entrepreneur, c'est pas pour faire on parle beaucoup de Steve Jobs, on parle beaucoup en plus c'est Apple, c'est le management, business as usual, mais pharmacologisons, Steve Jobs s'est beaucoup inspiré dans son mindset, dans sa manière de penser et de concevoir le monde, des philosophies orientales. Et c'est lui une des figures les plus médiatisées, on va dire, du côté occidental, un des premiers à avoir dit, en fait, pour réussir, il faut oser deux choses. Il faut oser se tromper, il faut oser échouer. Vous regardez une conférence de Steve Jobs ou une conférence d'entrepreneurs, de grands patrons inspirants américains, en général, ils vous parlent d'abord de leurs échecs. Et ça, j'ai admiré aussi il y a eu un niveau de franchise des deux côtés, en fait, de votre côté et du niveau de Valérie, parce que Valérie a osé aussi parler des paradoxes explicitement, et elle a osé parler de leurs échecs. J'ai presque pas envie de parler d'échecs, parce que c'est leurs obstacles plutôt, qui pavent leur chemin de transformation. Donc, oser échouer. Et la deuxième chose, alors ça nous est très cher aussi à nous philosophes, c'est oser demander, oser se poser les bonnes questions et ne jamais... Ça c'est une manière de cheminer qui est aussi très très forte, le moteur de cheminement le plus fort selon nous, c'est pas d'avoir le dernier mot, c'est pas d'avoir raison sur la stratégie, sur le management vis-à-vis de la mobilisation des équipes, c'est toujours, nous on dit, d'avoir, et ça je vous le répète parce que je sais que je vous l'ai déjà dit, désolé de vous saouler avec ça, mais c'est d'avoir la dernière bonne question à se poser. Voilà, c'était quelques petites graines d'inspiration.
Je vous avoue que je suis moins à l'aise que les dernières fois de prendre la parole après Valérie, après le témoignage. Parce que là, pour moi, c'est plutôt l'objectif de donner des petites idées, d'échanger un peu. Et là, j'ai l'impression d'arriver un peu comme sur un cheveu sur la soupe après cet échange très fort qu'il y a eu, parce que je ne vous ai pas laissé le temps de le digérer non plus, parce que j'imagine que vous avez plein de choses à dire. Mais en même temps, pharmacologie, je me suis dit que c'était l'occasion de me resservir de cet exemple pour vous parler de la pharmacologie. Voilà. Je ne sais pas si c'est encore la pause. Si j'ai tenu mes 15 minutes aussi. Peut-être qu'il y a des questions. Oui, oui. Ce que je revois surtout, et elle l'a fait aussi, c'est qu'on est bien d'accord pour parler des échecs passés que l'on a déjà surmontés, qui ont déjà été transformés en la bonne chose. Donc, mais je ne sais pas si en 2003, elle nous en aura parlé comme ça. En fait, ce qu'on sait encore moins bien faire, c'est au milieu de la crise, être capable de faire la part des choses, de dire oui, là c'est pas très bon, mais par contre, oui, se dire après tout que c'était une bonne chose, ça, je pense qu'on est, maintenant les Occidentaux, on arrive à le faire. Oui. Ça, c'est le rapport au temps. Alors, si j'avais le temps et si on était rentré comment dire, un peu plus dans le détail et dans des échanges autour vraiment des vertus de l'échec, j'aurais presque voulu vous parler un peu de la théorie U. Je ne sais pas si ça en parle à certains. C'est un outil très très puissant, très plébiscité, de plus en plus plébiscité dans les accompagnements au changement, à la fois sociaux, sociétaux et écologiques, qui reprend un peu, alors le U, on peut le retraduire en psychologie comme la courbe du deuil, ou encore une fois ce qu'on appelle aussi la courbe de résilience, parce que résilience ça vient du latin résilire qui veut dire rebondir. C'est qu'il y a toujours dans une crise ou dans un échec deux phases, ou dans un deuil existentiel, etc., deux phases. Il va y avoir la phase de descente, et c'est ce dont tu parles. Quand on est au cœur du sujet, quand on est au fond du trou, d'une certaine manière, c'est compliqué d'avoir ce niveau de discernement, de dire, bah voilà, pharmacologisons, en quoi ça peut être remède, en quoi ça peut être curatif. Mais c'est d'avoir cette confiance, de se dire, un échec, c'est pas que la chute en fait. Un échec, ou en tout cas la capacité d'apprendre d'un échec, c'est ce qu'on appelle donc la résilience au sens premier du terme, donc de rebondir. C'est la deuxième étape, c'est de se dire, à part si on baisse les bras dans une optique fataliste et qu'on tombe dans une dépression dont on n'arrive plus à sortir, mais j'ai confiance en nos énergies de changement. Je pense qu'ici présentes sont des personnes qui ont envie justement d'apprendre de leurs échecs au niveau environnement, QVT et de manière générale. Mais toujours se dire, il y a ça paraît peut-être même naïf, mais il y a toujours ce rebond. Il y a toujours cette deuxième phase de reconstruction de quelque chose qu'on a perdu. C'est Nietzsche qui nous dit, alors Nietzsche il est hyper thérapeute d'une certaine manière vis-à-vis de ça. Nietzsche il a une très belle citation, Ainsi parlait Zarathustra, ça vous parle? Vous avez vu 2001 l'Odyssée de l'espace? Dites-moi que vous l'avez vu, sinon je pars. C'est un film magnifique, il faut l'avoir vu. Il y a cette fameuse musique, ça c'est Ainsi parlait Zarathustra de Strauss. Richard Strauss il a rendu hommage à un des chefs-d'œuvre de Nietzsche, et dans ce chef-d'œuvre, Nietzsche il dit, je vais d'abord vous donner la citation mot à mot parce qu'elle est belle, elle est poétique, je vous l'ai peut-être même déjà partagée. Il faut avoir du chaos en soi pour engendrer une étoile qui danse. Je vous la refais, il faut avoir du chaos en soi. Et vous ne pensiez pas qu'on parlerait de poésie, de philosophie comme ça ce matin? Eh ouais, il faut avoir du chaos en soi pour engendrer une étoile qui danse. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Nietzsche nous dit, parce que Nietzsche il est dans un contexte très religieux en Allemagne, protestantisme à fond, et lui il met un coup de marteau dans ses valeurs sociales qui ne vont pas du tout. Ils disent bah, ça génère la culpabilité, ça génère des jeux de pouvoir qui sont malsains dans la société. Moi je suis plutôt pour casser les valeurs existantes, ces valeurs morales qui produisent plus du poison que du remède en l'occurrence. Et en fait il faut créer de nouvelles valeurs. Ça c'est très entrepreneurial. Quand on est entrepreneur, on a envie de créer des valeurs qui nous semblent manquer dans la société. On est des créateurs, quoi. On est des créateurs de valeurs ajoutées, comme on dit, ou de valeurs nouvelles. Et Nietzsche dit en fait quand on perd certains repères d'action, alors parfois des pertes de repères qui nous sont imposées par des échecs, par des crises, en fait c'est génial. Lui, pharmacologise à fond, il dit c'est génial parce qu'en fait ça nous redonne de l'espace pour créer des valeurs nouvelles, pour créer des repères nouveaux. Mais ça bien souvent, on a tendance dans notre rapport au temps à le voir après coup, à le voir rétrospectivement. Et c'est ça qui fait que c'est si important justement de relire son histoire, on en reparlait dans la carte du sens, parce que l'histoire, ça nous permet de nous relire chronologiquement, plus que logiquement ou plus que économiquement. Ça nous fait dire, ah ouais quand même, putain on est parti de là, et c'est fou où on est arrivé, quoi, et quelle galère on a traversé, et comment justement nous on a réussi à le pharmacologiser. Ça permet aussi de capitaliser des enseignements assez précieux, en général,
comment dire, pour continuer d'accompagner l'évolution de l'ADN de notre entreprise et de nos ressources, de nos richesses humaines aussi. Est-ce que ça va sur cet outil? Vous vous dites, tiens, ça pourrait être intéressant de le reprendre dans notre cheminement, justement, environnement QVT. C'est juste des petites questions clés en dessous, hein, mais de vous dire vraiment, quand quelque chose nous paraît poison, collectivement, bah tiens, faisons l'exercice dans une réunion, que ce soit en codir, que ce soit managérialement, voire opérationnellement. On dira, bah nous, on l'applique vraiment à tous les niveaux, hein, niveau accompagnement des équipes, des managers et des directions, voire même parfois de la stratégie. Quand il y a quelque chose qui nous est poison, bah en fait, peut-être qu'on oublie d'explorer ces autres dimensions de notre pensée stratégique ou opérationnelle, encore une fois, comment on va les interroger. Et inversement, quand on est dans le remède, comment on fait attention à ces autres... Il y a une présidente d'entreprise de pharmaceutique et cosmétique qui m'a dit « Ah ouais, c'est un peu comme un SWOT !» Et ouais. C'est un peu un SWOT philosophique, et qui nous permet d'une certaine manière d'aller encore plus loin dans l'interdépendance entre les différentes entrées qui sont là. C'est encore un peu différent, mais en effet, on peut le rapprocher du SWOT si on parle vraiment en sciences de gestion pure et dure.